La Russie a-t-elle frappé discrètement un pays membre de l'OTAN sur son sol? On connaissait pendant la guerre l'affaire des parapluies bulgares. Eh bien, voici l'affaire de l'usine pendant la guerre froide. Eh bien, voici l'affaire de l'usine bulgare. Parce qu'on a appris il y a peu qu'une usine d'armes, une usine d'armement destinée à l'Ukraine avait explosé. Or, on en parle peu, mais la Bulgarie, c'est un fournisseur très important de l'armée ukrainienne, et qui le fait de façon assez discrète, parce que pendant longtemps, ça a transité par la Pologne, ça n'était pas directement des ventes de Sofia vers Kiev. Et regardez d'ailleurs, il y a quelques jours, cette visite de Volodymyr Zelensky à Sofia, en Bulgarie, où il a été reçu bien sûr au plus haut niveau, témoigne de l'importance qu'a la Bulgarie dans ce dispositif de soutien militaire à Kiev. Eh bien, c'est dans ce contexte donc qu'on apprend l'explosion d'une usine d'armement bulgare sur le sol bulgare. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé? D'abord, quelle est cette usine? Bien, c'est l'usine EMCO, l'une des fabriques d'armement de Bulgarie. Et plus précisément, un entrepôt situé ici à Karnobat. Nous sommes à 320 km de la frontière sud de l'Ukraine et à environ 600 km du front. Que produit EMCO? Des bombes, des roquettes, des grenades, des mortiers, des munitions pour chars ou encore des systèmes d'artillerie avec leurs obus. Des obus adaptés aux armes soviétiques et à certaines armes occidentales que les Ukrainiens utilisent. Voilà pourquoi on en parle peu, mais grâce notamment à EMCO, la Bulgarie est l'un des pays qui livre le plus d'armes à Kiev, 2,6 milliards d'euros depuis le début de l'invasion il y a 1 an et demi. Dans les premiers jours de la guerre, la Bulgarie aurait même fourni jusqu'à 1/3 des munitions nécessaires à Kiev. Autrement dit, oui David, ce sont des usines et des sites stratégiques pour Kiev dans cette guerre. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, il est minuit 40 ce soir-là. Soudain, regardez dans la nuit noire, cette très intense lueur au loin, c'est une immense explosion. Elle dure de longues minutes, sans doute parce qu'il y a en fait plusieurs répliques provoquées par les munitions. Dans les villes voisines de l'entrepôt concerné, le ciel devient même rouge à cause de l'incendie qui est provoqué. Et au petit matin, les témoins et les employés indiquent que tout ou quasiment tout a été détruit. Pourquoi la thèse de l'accident est-elle a priori écartée? Eh bien, ce sont les responsables de l'usine qui parlent de sabotage. D'après eux, aucune des munitions stockées dans l'entrepôt ne pouvait s'enflammer spontanément. La piste qui est privilégiée, ce n'est donc pas celle d'un bombardement, il aurait laissé des traces, c'est bien celle d'un incendie volontaire. Pourquoi ? Par qui? Eh bien, les regards se tournent naturellement vers Moscou, ceux des observateurs, de la presse, des responsables de l'usine et même du gouvernement bulgare, en particulier le ministre de l'économie qui en parle explicitement. Et de fait, l'hypothèse est plus que crédible. D'abord parce que l'incendie survient quelques jours après que le gouvernement bulgare a annoncé sa volonté de rejoindre le projet de l'Agence européenne de défense, projet qui prévoit une commande d'1 million de munitions et d'obus à l'Ukraine. Ensuite, parce que ce n'est pas la première fois que ce même entrepôt est incendié. C'était déjà arrivé il y a 1 an, le 31 juillet dernier. À l'époque, le procureur bulgare à qui avait été confiée l'enquête soupçonnait déjà la Russie. Mais celui qui pointe le plus directement le doigt vers Moscou, c'est le propriétaire de l'usine, Emilian Gebrev, 68 ans, l'un des plus célèbres fabricants et négociants d'armes de Bulgarie. Lui rappelle que d'autres usines de sa société ont déjà été attaquées ces 10 dernières années, alors que son entreprise livrait déjà des armes à l'Ukraine pour la guerre dans le Donbass déclenchée en 2014. Plus troublant encore, Emilian Gebrev a lui-même fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement au Novichok. Le Novichok, vous le savez, c'est le poison que les services secrets russes utilisent pour éliminer, entre guillemets, les ennemis de Moscou. Le procureur bulgare avait d'ailleurs accusé des agents du renseignement militaire russe, ceux-là même qui avaient été désignés coupables de l'empoisonnement de Sergei Skripal, l'ancien agent double russe réfugié au Royaume-Uni. Merci Fanny. Je peux vous dire un mot? Vous pouvez. Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de Fanny. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'elle est avec nous. Et je voulais simplement vous dire merci pour votre enthousiasme. David. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que des usines
polonaises, des usines roumaines soient à leur tour menacées ou ciblées. Alors, juste un détail pour moi, sauf erreur, c'est un entrepôt. Et heureusement, ce n'est que l'entrepôt, pas l'usine. C'est-à-dire qu'ils vont quand même pouvoir continuer à produire. Évidemment, il y a quelques milliers, peut-être dizaines de milliers d'obus qui ont explosé. Et effectivement, on était sur la seule usine du bloc de l'Ouest, de l'OTAN, qui était capable de produire des munitions aux standards soviétiques. C'est la seule, il n'y en a plus aucune autre. Et donc, ils avaient du coup un vrai impact stratégique global. Et en plus, il y en a eu une autre, juste avant le début de la guerre, fin 2021, en République tchèque. Il y a une autre usine, un autre entrepôt, stock de munitions soviétiques a explosé, et les Tchèques ont très clairement pointé du doigt les Russes également. Donc finalement, il y a des avant même l'invasion de l'Ukraine. Et l'empoisonnement de ce président de cette usine, ainsi que l'empoisonnement un petit peu plus tard du président de la production de cette usine, ont été empoisonnés avant le début de cette guerre. Donc les Russes ont préparé cette invasion depuis très longtemps. Et le nombre très important d'explosions de stocks de munitions en Ukraine entre 2014 et 2021, là on savait que c'était les Russes, mais dans les autres pays, finalement c'était pas une nouveauté. En Bulgarie, il y a un fort parti russophile, pas forcément pro-Poutine. La Bulgarie a été occupée pendant plusieurs siècles, pas du tout par l'Empire tsariste, mais par l'Empire ottoman. En revanche, la Pologne, les pays baltes, je crois que vous allez revenir sur la Pologne tout à l'heure, les 3 pays baltes, la République tchèque aujourd'hui, sont viscéralement anti-russes. C'est-à-dire qu'au sein de ces populations-là, pour des raisons non seulement géographiques, mais surtout historiques, absolument évidentes, et surtout pour la Pologne et les pays baltes, on a, alors écoutez, dans ces pays-là, aucun parti russophile en réalité. Ça veut dire que il est vraisemblablement, dans tous les cas de figure, il serait plus compliqué pour les services actions russes de trouver d'éventuels complices. Je dis pas qu'il y en a eu ici, c'est pas impossible. Pour réaliser ça, je parle sous contrôle de spécialistes, en général, il faut au moins quelques complices. Ça serait beaucoup plus difficile dans ces pays-là.